Rebonjour à tous. Quand on est jeune, on est beau, l'avenir vous appartient. Mais imaginez que le tableau s'assombrisse. Quand l'invisible dérange, je vous demande d'accueillir et d'écouter Élise Romain. Bonjour à tous. Mon corps change, je sais qu'il ne sera plus jamais le même. Je suis jeune et j'ai l'impression que ma jeunesse ne sert pas à me protéger. Je ne pensais pas être aussi vulnérable et le pire, c'est que personne ne me croit. Pourquoi je vous dis ça ? Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Élise et à l'âge de 18 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du système lymphatique, un lymphome de Hodgkin qui rentre dans la catégorie des leucémies et on m'a pas pris au sérieux. Quand je dis on m'a pas pris au sérieux, c'est que je suis arrivée aux urgences, on m'a dit que j'avais rien, une contracture musculaire, de la fatigue, de l'hypocondrie, peut-être par la même occasion. Vous l'aurez compris, ce n'était pas le cas. Je me suis retrouvée avec un cancer de stade 3. On a mis 6 mois à me diagnostiquer, donc le cancer a eu le temps de proliférer. Et au début, j'ai été dévastée et remplie de tout un tas d'émotions. D'abord la colère, parce que je me suis dit, mais j'ai une hygiène de vie irréprochable, je faisais du sport, je mangeais correctement, je ne faisais pas toutes ces choses assez nocives pour moi. Et puis j'avais ce sentiment d'injustice, parce que on m'a envoyée dans un centre de cancérologie pour adultes. Donc mes voisins de chambre, ils avaient entre 30 et 80 ans. Alors rassurez-vous, j'ai rien contre cette tranche d'âge, ne prenez pas la fuite. Mais ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, je me suis dit, mais là, les gens avec qui je suis, ils ont tous une vie, ils ont tous des projets. Pour certains, ils avaient des enfants, d'autres des petits-enfants, et moi, j'avais rien accompli. J'étais en bac+1, et en fait, concrètement, ma vie, pour moi, allait s'arrêter là. Et il y a tout ce sentiment où, en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un cancer, je ne comprends pas comment ça va se passer, quels vont être les traitements, comment on va articuler les choses. Et après ça, bien évidemment, il a fallu se reconstruire parce qu'on ne sort pas indemne d'un cancer. Moi, j'ai des séquelles. Je vous fais un petit listing assez rapide. Maladie cardiaque, endométriose, dégénérescence moteur du nerf sciatique et syndrome de l'intestin irritable. Ça donne pas très envie. Je dois cohabiter avec ça au quotidien et me dire qu'en fait, mon corps a changé et ne sera plus jamais le même. J'ai dû mettre en place des aménagements, beaucoup de choses. Ça a été très compliqué. Et à 18 ans, je vous laisse imaginer, on est en pleine construction identitaire, donc c'est assez compliqué parce que déjà, on se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on fait, où on va, dans quelle direction aller. Même professionnellement, parfois, on est un peu perdu. Et le cancer arrive et en fait, il bouscule tout, il chamboule tout, et on n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit, on n'a pas la main. Et ça a été très compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être jeune, ça me protégeait ni de la maladie, ni du handicap, et que mon premier combat, c'était pas la maladie, avant tout, c'était d'être cru, compris et entendu. Je vous dis ça parce qu'il y a eu forcément cette erreur de diagnostic. T'es jeune, c'est rien, ça va passer, c'est de l'hypocondrie et tout ce qui s'ensuit. Ce sentiment aussi de ne pas être écouté, enfin mes proches avaient tendance aussi à minimiser les choses, à me dire mais Élise, c'est rien, c'est juste de la fatigue. En plus, vous imaginez bien, je venais de rentrer dans le monde du travail pour financer mes études supérieures sur juillet-août. Je venais d'entrer dans le monde du travail, les jeunes, ils sont toujours fatigués. Le cancer de stade 3 qui progressait, autant vous dire qu'il m'a bien fatiguée et c'était pas une fatigue qui était inventée. Il y a aussi eu évidemment la perte de temps, parce que forcément, quand le cancer il progresse, que la maladie elle évolue, et les chances de survie au fur et à mesure elles diminuent. Et ça a été très compliqué pour moi de me dire, en fait là je suis à un stade 3, et peut-être que si on m'avait écouté il y a 6 mois, j'aurais pas été à un stade 3, mais j'aurais été à un stade 1, ou peut-être même moins d'ailleurs, qui sait. Mais bon, et ça a aussi fait une rupture brutale avec le volet de l'insouciance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on est jeune et qu'on a 18 ans, on s'imagine en pleine forme, en pleine santé, capable de parcourir des montagnes et de faire un tas de choses. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ma jeunesse, elle me desservait totalement. Et en fait, ce cancer-là, pour information, il touche les 15-30 ans majoritairement. J'ai eu la chance d'être dans la bonne tranche d'âge, si je puis dire, mais ça m'a fait une rupture très brutale avec l'insouciance. Et après, on arrive au volet handicapé, notamment handicap invisible, parce que je suis reconnue handicapée, avec le « tu exagères ». Je ne pensais pas un jour dans ma vie pouvoir vivre de la discrimination, des jugements, des mauvais regards et tout genre de choses. Et en fait, ça a été très compliqué pour moi, parce qu'un jour, je me gare sur une place handicapée, je venais d'avoir ma carte de stationnement, et en plus, je souffrais vraiment de cette jambe. Je me gare en me disant, tout va bien se passer. Et là, quelqu'un arrive et je me fais insulter, menacer d'appeler la police, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais il y a un vrai sujet, parce que quand on est jeune, en fait, on ne peut pas être malade, on ne peut pas être handicapé dans l'inconscient. Ça dérange. On est forcément en bonne santé, ou alors on exagère, ou on a volé la carte de mamie. Je vous dis ça parce qu'on me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Et la seule légitimité pour laquelle j'aurais le droit d'être à la caisse prioritaire, selon certaines personnes, c'est le fait d'être soit enceinte en fait. Voilà. Concrètement, j'ai pas d'autres explications. Et le fait de devoir se justifier en permanence, de toujours devoir montrer que on est légitime, on est dans nos droits, etc., c'est assez fatigant.
Et il y a aussi tout un sentiment d'illégitimité. Oula, 1, 2, 3, on va recommencer. Il y a aussi un sentiment d'illégitimité qui se crée, où on se dit, mais en fait, peut-être que ma place, elle n'est pas là, peut-être que j'exagère, comme tous ces gens ils disent, peut-être que j'abuse. Mais non, en fait, on est bien et bien légitime. Et quand on a des témoignages de tas de personnes, parce que moi, j'accompagne des jeunes aujourd'hui, et ben, je me rends compte qu'il y a ce sentiment d'autocensure où en fait, on n'a plus envie de déranger, on n'a pas envie de rentrer dans la justification, et parfois, on va préférer souffrir plutôt que de se dire, bon, bah, je vais prendre mes droits. Donc moi, j'ai une question pour vous. Si aujourd'hui, je suis garée sur une place handicapée, ne jouez pas où est Charlie avec ma voiture. Si vous m'aviez vu sur une place handicapée, qu'est-ce que vous auriez dit? C'est une vraie réalité. Et en fait, cette violence-là, effectivement, je l'ai ressentie trop tôt. Et quand on est jeune, on n'est pas préparé à tout ça, à entendre ce genre de réflexion, à se dire qu'on peut être victime de discrimination. Et moi, ça a été très, très compliqué pour moi. Surtout à l'âge où je suis tombée malade, et les jeunes que j'accompagne, ils ont tous entre 12 et 30 ans. Et on se dit qu'à cet âge-là, bah, c'est l'âge des projets, c'est pas celui des perfusions, en fait. Et pourtant, moi, ça a été ma réalité. Ça l'est encore aujourd'hui, un petit peu moins. Il y a aussi ce sentiment de décalage, parce que moi, quand je me suis retrouvée à retourner sur les bancs de l'école avec tout le monde, je parlais avec mes camarades de classe, et là, je me disais, mais il y a deux mondes. Il y a un monde parallèle entre eux et moi, il y a un fossé. Parce qu'en fait, on n'a plus les mêmes préoccupations, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes envies. Et en fait, on est en décalage avec sa génération. Et je m'entends mieux avec des gens qui sont bien plus âgés que moi, parce qu'on a plus ou moins la même philosophie. Après, il faut aussi penser que forcément, pendant un cancer, sa vie, elle est mise sur pause. Que ce soit les études, le travail, les amis, les amours. Les amis, ils ont tous disparu. Parce que le mot cancer, ça fait peur, parce qu'on imagine que les personnes, elles vont mourir, qu'elles ne vont pas s'en sortir, et des fois, c'est pas méchant, mais les gens, pour se protéger eux-mêmes de tout ça, préfèrent prendre leur distance pour pas subir, entre très grosses guillemets, ce qui est en train de vous arriver. Et après, il y a eu tout le volet solitude dans les services hospitaliers, où là, ça a été très compliqué, parce que on essaye d'avancer tant bien que mal, et je me suis dit, je peux pas laisser ces jeunes qui vont, à un moment donné, être à ma place, en centre de cancérologie pour adultes, aller dans ce service hospitalier et être seule face à la maladie et avoir des voisins qui ont entre 30 et 80 ans et se dire, mince, je suis seule. Moi, mon but aujourd'hui, quand je vais dans les hôpitaux, c'est de réussir à donner de l'espoir. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, je travaille, j'ai une activité professionnelle, les choses se passent bien, j'ai des séquelles, mais on vit avec. Et c'est surtout de montrer qu'il y a de l'espoir. Et la première question qu'on me pose, vous allez rigoler, mais c'est, Élise, est-ce que c'est tes vrais cheveux? Parce que forcément, ça a été la première question que je me suis posée, c'est, mais quand est-ce que mes cheveux vont repousser? Et du coup, le fait de voir quelqu'un qui a à peu près bonne mine et qui a des cheveux, c'est assez rassurant et ça donne de l'espoir. Et c'était vraiment le message que je voulais apporter à ces jeunes-là en les accompagnant. Et donc, comme je vous ai expliqué ce que ressentent les jeunes, je voudrais également vous parler de sujets qu'on aborde un petit peu moins, que ce soit dans le volet handicap ou dans le volet de la vie de tous les jours, qui est la santé mentale, la sexualité, qui sont des sujets qui sont trop souvent oubliés. Parce que quand on traite un cancer, l'idée c'est de dire on veut guérir le cancer, mais on ne pense pas au volet dépression, on ne pense pas à la sexualité, on ne pense pas à la fertilité, on ne pense pas à tout ça. Et en fait, alors c'est pas méchant, mais la santé mentale elle est mise au second plan alors qu'elle devrait passer en priorité, parce que si la santé mentale elle ne tient pas la route, le protocole de soins va être très compliqué. Par exemple, moi, on ne m'a pas parlé de tous les impacts que pouvait avoir la chimiothérapie sur mon rapport au corps, avec la perte de poids, avec tout ce que ça pouvait entraîner, en fait, les changements hormonaux, le potentiel risque de ménopause, l'impossibilité de grossesse. Et en fait, quand on arrive et qu'on trébuche sur ce dossier-là, on se dit, mais mince, il y a un vrai sujet, quoi. Donc moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est pas que pour vous raconter ma vie, vous l'aurez compris. Maintenant, j'accompagne donc les entreprises, les écoles, les universités pour justement sensibiliser, informer sur le handicap, le cancer et les maladies chroniques, qui sont des sujets que je maîtrise et que je connais pour le coup. Donc moi, comment j'ai décidé de transformer mon expérience en expertise? Dans un premier temps, j'ai fait une formation de père accompagnement et de père aidance pour accompagner les jeunes dans un premier temps. Et après, les infirmières, elles m'ont retoqué en me disant « Mais Élise, en fait, c'est super intéressant et on aimerait bien que tu nous accompagnes, nous, pour nous aider à accompagner les AJA, ce qui veut dire adolescents et jeunes adultes, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une concentration sur ce public-là qui est assez importante. » Donc j'ai commencé à accompagner les jeunes dans un premier temps. Le but, c'était de les comprendre, de les faire se sentir légitimes, de dire « Bah oui, là tu as des douleurs et là, c'est normal. Là, tu as besoin d'une place handicapée et là, c'est normal. » Et c'était pour moi important de les faire se sentir légitimes et à leur place. Et d'être, je ne vais pas dire comme un modèle, parce que bon, personne n'est parfait, mais l'idée, c'était de justement qu'ils se disent « Elle est passée par une période compliquée, mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel et c'est pas forcément une mauvaise lumière, ça peut être quelque chose d'assez joyeux et on peut transformer une expérience de vie en quelque chose d'assez positif finalement. »
Et c'était aussi l'idée de redonner une voix à celles et ceux qu'on n'écoute pas, qu'on ne comprend pas et qu'on ne prend pas toujours au sérieux. Quand je suis retournée voir l'urgentiste qui m'avait loupé mon diagnostic de cancer, je lui ai ouvertement dit « Monsieur, vous vous rendez compte que vous êtes passé à côté d'un cancer de stade 3 ?» Alors, ce n'était pas mon but de l'incriminer, mais c'était de prendre conscience que les jeunes ont aussi la possibilité d'être malades. Et dans le système médical, parfois, c'est un peu compliqué. Et le but aussi, c'est de transformer évidemment cette expérience-là en force collaborative. Donc en fait, à partir de tout ça, j'ai décidé de faire de mon expérience un outil d'accompagnement pour les autres, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore tout un tas de choses à faire. Et bien évidemment, maintenant, on va parler de la reprise du travail, qui est un moment clé qui est souvent loupé, parce qu'on imagine que ça y est, la personne, elle peut reprendre le travail comme avant, que les choses, elles vont revenir comme avant. Moi, j'étais la première à penser que mon corps, il allait coopérer comme avant. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il y a une vraie confusion entre présence physique et capacité réelle. Et on ne s'en rend pas compte. Et malheureusement, c'est une fois qu'on a trébuché, qu'on est en arrêt maladie longue durée, qu'on se rend compte qu'il y aurait peut-être eu quelque chose à faire. L'idée, c'est de commencer par anticiper plutôt que de réparer et de voir le travail comme une étape de reconstruction parce que c'est important de maintenir le lien, de réussir à faire des choses pour que justement le collaborateur il continue à ne pas se sentir trop distancé du monde du travail. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Créer un espace de parole sécurisant aussi est rassurant et de ne pas être dans le jugement, de faire comprendre que voilà, il y a la possibilité de parler, le dialogue il est ouvert, on ne jugera pas, on vous écoutera et on mettra en place les meilleurs aménagements possibles. Mais ça, de toute façon, je ne vous apprends rien. En tant que référent aussi, c'est très important d'être visible, accessible et à l'écoute. Ça, c'est 3 qualités qui sont, à mon sens, essentielles et primordiales. Et de rassurer sur le fait que vraiment, il n'y aura pas de jugement, que vraiment, oui, il y a des aménagements, oui, on peut mettre des choses en place et on va avancer ensemble, main dans la main, et réussir à faire les choses convenablement. L'idée, c'est aussi de réussir à individualiser l'accompagnement et de penser aménagement et de se dire un aménagement, c'est un levier de performance. Ce n'est pas un problème, quelque chose qu'on traîne, c'est vraiment un levier de performance. Parce que tout ce qui est cancer, maladie chronique, handicap, et peu importe les pathologies, chaque personne, chaque cas est différent et a sa particularité. Et vous ne pourrez jamais proposer un aménagement similaire à un collaborateur, que ce soit une personne X ou Y, chaque personne aura des spécificités. Et il y a aussi la possibilité que les pathologies, elles évoluent dans le temps. Et donc, il faut être attentif et revoir régulièrement les aménagements. Est-ce que ça convient? Est-ce que le fauteuil il est toujours adapté? Si, par exemple, on est sur une maladie dégénérative, ce genre de choses, c'est vraiment être en permanence dans l'amélioration continue, finalement. Et un aménagement bien pensé, en fait, il va permettre de sécuriser les performances et d'éviter les arrêts maladie, comme je vous l'avais dit. Donc, le but, c'est de travailler finalement main dans la main avec les managers, donc de prévenir les maladresses, d'écouter avant de proposer, ça c'est très important, parce que si la personne veut lui proposer des solutions instantanément, elle va avoir l'impression d'être assistée. Le but, c'est pas d'infantiliser une personne en situation de handicap, c'est vraiment de l'accompagner au mieux, avec les meilleures dispositions possibles, humaniser les process bien évidemment, et aller au-delà des dossiers RQTH. Il ne faut pas que la personne elle ait l'impression de se dire « mince, là, en fait, j'ai juste l'impression que je vais servir à atteindre les quotas. » Non, c'est vous avez des besoins, on va les prendre en considération, on va faire les aménagements nécessaires et ça va bien se passer. Donc si une chose devait rester ici aujourd'hui, ce serait celle-ci. Les parcours atypiques ne sont pas des problèmes à gérer, ce sont des réalités à comprendre et ça s'apprend, ça se construit et ça se partage. Merci à vous car votre rôle est essentiel. Et vous pouvez me retrouver à un stand là-haut, juste à côté de la GFIP. Voilà!